Bonjour chers amis, donc aujourd'hui encore une vidéo. Alors elles sont un peu longues à mettre en ligne, je ne sais pas si je vais continuer dans cette lancée à faire des vidéos de 30 minutes ou même de moins de 30 minutes puisque elles sont très longues. C'est très long à mettre en place. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre ma caméra en direct sur mon ordinateur pour en faire une webcam, voilà. Et puis comme vous le savez maintenant, ma webcam ne marche pas bien, mon logiciel ne fonctionne plus, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Voilà chers amis, je vais très bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un pouce, d'activer la clochette et bien sûr de montrer à YouTube que vous aimez cette chaîne, à faire des commentaires bien sûr, hein. N'hésitez pas. Alors nous allons parler aujourd'hui du roi Henri II, Henri II, pardon, qui est le dernier roi de la période de la Renaissance. Alors pourquoi la Renaissance? Comme je vous l'ai expliqué, c'était la naissance ou l'épanouissement des arts, de la musique, enfin de la musique, mais surtout de la peinture, de la sculpture, où les formes, les traits ont laissé place à cette pudeur qu'on a trouvée avant, mais surtout après, à partir des guerres de religion, le protestantisme, où là, la pudeur des images prendra place sur la nature, si vous voulez, la nature de l'homme, tel qu'il est dans son essence. Non pas dans la vulgarité, ni quoi que ce soit de déplacé, vous voyez, socialement parlant. Non, non. Simplement des traits naturels, des gens, voilà, même parfois, disons-le, des tout petits, malheureusement. On voit les tout petits dans les bras de leur maman, dans une attitude, voilà, d'enfant, on va dire, hein. Mais tout ça va être interdit, on devient trop pudique, entre guillemets, parce que derrière, il y a des choses bien, bien plus graves qui se passent. Bon, bref, je ne suis pas là pour parler de ça. On va parler donc du roi Henri II. Alors, permettez, je vais tourner la caméra, je vais essayer de vous montrer l'écran, mais ça ne paraît pas tellement évident. Je n'arrive pas non plus à mettre... voilà. Alors, je lis, hein, je commence. Henri II, roi de France, donc, de 1547 à 1559, est surtout célèbre pour sa mort tragique à la suite d'une blessure infligée à l'œil lors d'un tournoi. Fils du roi François Ier et de Claude de France, il épouse Catherine de Médicis, dont peut-être nous en parlerons plus tard, une aristocrate florentine, donc d'Italie, hein, richement dotée. Richement dotée. Peu après son mariage, il prit pour maîtresse Diane de Poitiers, qui allait exercer une grande influence sur la politique du roi. Après son accession au trône en 1547, donc, Henri II continua la guerre menée par son père contre l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles Quint. Son père, il était le fils de Charles Quint, donc sans plus de succès. Puis tenta d'éradiquer les protestants. Trois fils de ses fils régnèrent après sa mort durant les guerres de religion, François II, Charles IX et Henri III. Alors l'enfance malheureuse d'Henri II, pardon, j'ai des petits trucs, hein. Né à Saint-Germain-en-Laye en 1519, Henri II est le second fils de François Ier et de Claude de France. François Ier n'a guère préparé son fils à gouverner, lui préférant longtemps son frère cadet Charles d'Orléans, mort de la peste en 1545. Dès l'enfance, pourtant, il a été confronté à la difficile condition de prince. Le traité de Madrid 1526 comprend en effet la prise en otage des deux fils aînés de François Ier. Aussi, Henri se retrouve-t-il, dès l'âge de 7 ans, contraint de vivre 4 ans en détention à Villaba, puis à Vilapando en Espagne. Ce séjour forcé dans des conditions détestables marquera à jamais son caractère, qui demeurera austère et renfermé.
C'est à Diane de Poitiers que François Ier confie l'éducation de son fils cadet. Après son retour en France, la jeune femme s'est gagné l'affection du prince, dont le mariage avec Catherine de Médicis en 1533 ne met pas fin à l'influence de Diane, qui deviendra la maîtresse du roi. En 1536, la mort de son frère aîné François fait d'Henri le dauphin de France. Il monte sur le trône à la mort de son père le 31 mars 1547. Un jeune roi sous influence donc. Avant même son sacre à Reims, le 26 juillet 1547, il prend en main le gouvernement. Il commence par réformer les mœurs de la cour, puis en 1548 organise une expédition en Écosse destinée à arracher la petite Marie Stuart des griffes des protestants. Henri II lance la jeune reine d'Écosse à son fiance. Henri II fiance la jeune reine d'Écosse à son fils aîné. Enfin, il envoie son favori, Charles de Brissac, prendre la mesure des intentions de Charles Quint. Aussi faible de caractère qu'il est fort et solide d'aspect, le jeune roi subit de multiples influences, souvent contradictoires, celles de Diane de Poitiers, de Catherine de Médicis, des Guises, du connétable de Montmorency. Voilà Diane de Poitiers, voilà, vous le voyez. Il s'attache les services du connétable Anne de Montmorency, tombé en disgrâce à la fin du règne précédent, et réhabilité ainsi comme premier conseiller. Ce vieil homme, arrogant, jaloux et partisan, déclaré de la paix, ne cesse de lutter contre les Guises, toujours prêt à faire la guerre. Contre le cardinal de Lorraine, contre les calvinistes, Henri II se retrouve tout au long de son règne partagé entre les intrigues des Guises, des Montmorency et la vie de sa chère maîtresse Diane de Poitiers. Cela flatte son goût pour les controverses. À l'intérieur, Henri II fonde comme organe de gouvernement les 4 secrétariats d'État qui administrent la France divisée géographiquement. Ces fonctionnaires ont dans leur circonscription des attributions militaires, financières et judiciaires. En 1551, sous prétexte de décharger les parlements, mais en réalité dans un objectif fiscal, Henri II établit les présidiaux tribunaux qui ont la compétence judiciaire des baillis et des sénéchaux. Cette multiplication des rouages judiciaires encourage les plaideurs, déjà très nombreux, et ne remédie pas aux lenteurs de la justice. Les révoltes fiscales fréquentes sont sévèrement réprimées. À la fin du règne d'Henri II, la dette publique se monte déjà à 43 millions de livres tournois. C'est comme ça que l'on calculait la monnaie française. Henri II contre l'Empire. En politique extérieure, le roi de France, par nature, s'intéresse plus volontiers aux frontières du nord et de l'est de la France qu'à l'Italie. Humilié en prison pendant son enfance par Charles Quint durant les guerres d'Italie. Il profite de son avènement pour prendre sa revanche. Il lutte contre les princes allemands de la Ligue de Smalkalde en s'alliant aux princes protestants allemands révoltés contre Charles Quint. Par le traité de Chambord, janvier-février 1552, le roi réussit à s'emparer des 3 évêchés, Metz, Toul et Verdun, 1552, qui sont de langue française. François de Guise, assiégé à Metz, octobre 1552, organise la défense avec brio et sort du combat auréolé par sa victoire. Battu à Renty le 13 août 1554 par François de Guise et le maréchal de Tavannes, les impériaux sont par contre victorieux en Italie l'année suivante. Qui c'est ça?
Charles Quint, à cheval particien, oui, un grand empereur. Hein. De guerre lasse, Charles Quint vieillit, accorde à Henri une trêve de 5 ans, la trêve de Vaucelles, février 1556, et abdique peu après, septembre 1556. Outre les 3 évêchés, la France est autorisée à garder le Piémont. Dès 1556, la trêve est rompue. La guerre reprend sur mer, puis en Italie, où les Français n'engrangent que des défaites. Bon. Boulogne est néanmoins repris par les Français en 1556. Le duc de Savoie, Emmanuel Philibert, général à la solde de l'Empire, se dirige vers Saint-Quentin, Montmorency. Montmorency est fait prisonnier août 1557, mais Coligny a l'intelligence de se jeter dans la place, de soutenir le siège et d'arrêter ainsi la marche du duc sur Paris. Le roi Henri II est battu à Saint-Quentin en 1557 par le roi d'Espagne Philippe II. En revanche, secondé par l'opiniâtreté de François de Guise, tout juste revenu d'Italie, il reprend Calais en 1558 aux mains des Anglais depuis 2 siècles. Dis donc. Confronté aux difficultés financières et à la lutte contre les protestants, Henri II décide de mettre fin aux guerres d'Italie en signant la paix du Cateau-Cambrésis ou Cambrésis 1559. Par ce traité, la France rend la Savoie, le Bugey, la Bresse et le Milanais. Elle gagne Pignerol et Marquisat de Salus, Metz, Toul, Verdun et Calais. Donc, le traité stipule en outre que la sœur d'Henri II doit épouser le duc de Savoie et Philippe II, veuf de Marie Tudor, Élisabeth, fille d'Henri II. Donc, la fin de règne de Henri II. Voilà le gisant du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Le roi a alors les mains libres pour combattre les protestants catholiques. Peu et intransigeant, Henri II a poursuivi dès le début de son règne. En décembre, le roi décide que tous les livres imprimés en France ou à l'étranger doivent être soumis au visa de la faculté de théologie. Les protestants, surpris dans l'exercice clandestin de leur culte, risquent la mort. Malgré cette rigueur, le calvinisme se répand un peu partout en France et de nombreux nobles se convertissent. En juin 1559, l'édit d'Écouen invite les tribunaux à punir de mort les protestants qui apparaissent devant eux. Les guerres de religion donc commencent 1 an après, donc en 1560. Henri II a été le dernier monarque françois à participer à des tournois de joutes au cours des fêtes données à l'occasion du mariage de sa fille, Élisabeth. Le roi est mortellement blessé dans un tournoi organisé non loin des Tournelles, le 30 juin 1559, après avoir été blessé à l'œil par un coup de lance porté par Montmorency, capitaine de sa garde écossaise. Après une longue et douloureuse agonie, il meurt le 10 juillet 1559, ayant eu 10 enfants de Catherine de Médicis. Il laisse le pouvoir à son fils aîné de 15 ans, François II. 2 autres de ses fils régneront sous les noms de Charles IX et d'Henri III. Henri II, comme son père, a été un ardent défenseur des arts à la cour et l'une des plus brillantes d'Europe. Ronsard et la Pléiade célèbrent ses triomphes. Son tombeau, ainsi que celui de sa femme, se trouve aujourd'hui à Saint-Denis. Bon, ils ont été profanés, comme vous le savez, par la Révolution française en 1793. Je crois que je n'ai pas à vous rappeler tout ça.
Presque tous les tombeaux ont été pratiquement profanés, hein, il n'y a pas... voilà, hein. Voilà, chers amis, un petit peu l'histoire de France, enfin l'histoire de France à travers la vie du roi Henri II, donc le dernier roi qui vivra, on va dire, dans la paix, hein, en quelque sorte. Bon, même si déjà les calvinistes et les protestants étaient déjà très influents, les Guises contre les, je ne sais plus lesquels, en fait, hein, les guerres de religion qui viendront plus tard, dont Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, étant chrétienne, encouragera la mort et le massacre des protestants. Mais bon, ça c'est une histoire que l'on verra plus tard, si vous voulez bien. Peut-être je parlerai demain, dans la prochaine vidéo, de Catherine de Médicis, parce qu'elle a joué un rôle charnier dans cette histoire, si vous voulez. Alors justement, on va aller voir un petit peu, voilà. Nous en parlerons, je vais la garder. Voilà, comme ça, c'est fait. Je reviens en arrière. Ici, je vais l'enlever. Voilà, on supprime. Voilà, chers amis, donc cette vidéo s'achève. Elle est un peu courte, mais je vais les faire les plus courtes possibles parce que elles sont très longues à mettre en place sur ma chaîne. Et donc, je ne veux pas faire des vidéos trop longues, n'ayant pas de matériel suffisant. Il faudrait que je rachète un appareil photo spécial hybride, ce qu'ils appellent hybride, peut-être pour avoir une meilleure possibilité de faire la jonction entre la caméra et le web, si vous voulez. Parce que là, pour l'instant, voilà. Bon, chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bien sûr. Je répète que, je le dis, nous sommes jeudi, pardon, le 3 avril 2025, bien sûr. Cette vidéo paraîtra plus tard, je ne sais pas à quelle heure. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez heureux, comme je le dis toujours en finissant, avec vos enfants, petits-enfants, vos parents, vos grands-parents. Soyez heureux, plein de paix, d'amour et d'attention et de bienveillance envers tous vos amis, ou les quelques amis que vous avez, avec vos collègues, camarades de travail, parce que c'est important d'avoir des bons rapports sur son lieu de travail pour que les journées, les semaines, les mois, puis les années se passent le mieux possible quand on a un poste qui peut être intéressant pour vous, hein, si vous aimez votre métier, votre travail, ce que je vous souhaite. Et nous nous disons à très bientôt. Voilà, au revoir.